Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici The CNS, bienvenue dans ce tout nouveau format sur la chaîne, quand l'anime s'affranchit du manga. Une série de vidéos dont l'objectif va être de revenir sur les très nombreux moments où l'adaptation animée de 86 a dévié du support original manga réalisé par Masami Kurumada, soit par choix de mise en scène, soit par incompréhension totale de ce qu'il a adapté au choix. Pour débuter ce tout nouveau format, je ne pouvais pas rêver mieux et plus logique pour moi que de revenir sur l'adaptation de mon passage fétiche, à savoir le combat cultissime de Shiryu contre Shura lors de la bataille des 12 maisons de l'arc du sanctuaire, passage correspondant au tome 11 de l'édition française Kana originale, au tome 9 de la version deluxe de ce même manga, et aux épisodes 65 et 66 de la série animée. Si, comme la plupart des fans, je demeure évidemment extrêmement satisfait de la dramaturgie des deux épisodes qui ont été tirés du passage, que l'émotion dégagée par le sacrifice de Shiryu sur la musique Mourir pour une juste cause de Seiji Yokoyama, puis par la rédemption de Shura sur la musique Le repos du guerrier, est bien évidemment décuplée et sublimée par rapport au support papier, que la mise en scène des combats, le dynamisme de l'adaptation lui conférera toujours une dimension supérieure, il demeurera toujours, à mes yeux, quelques points qui continueront de me faire grincer des dents et nuire à ma satisfaction, et ceci 30 ans après la première diffusion. La faute à une adaptation animée qui, en prenant des libertés par rapport à ce que l'auteur original a voulu raconter, entraîne des incohérences internes de l'univers et des rapports de force. Je précise d'emblée que je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur la différence de caractère entre le Shura de l'anime, qui est une victime des événements car trompé par le pop alors qu'il est persuadé de servir la déesse Athéna, et celui du manga qui lui a totalement conscience d'agir pour le compte d'un imposteur, mais qui finira par être touché par la grandeur d'âme de Shiryu et comprendre que là est la vraie voie du chevalier de la justice. Non, il s'agit là d'un changement majeur dans la personnalité du personnage, mais qui est totalement assumé et qui est un parti pris de l'anime. Celui-ci étant assumé et bien traité, il n'y a pas de raison de revenir dessus. Non, cette vidéo va revenir sur des points plus mineurs en apparence, pour la plupart, mais qui, à mon sens, gâchent quand même le côté épique du combat par les incohérences qu'il génère. On démarre donc avec le premier. Excalibur à distance est bloqué par le bouclier du dragon. Dans le manga, Masami Kurumada établit immédiatement l'attaque Excalibur, que l'on découvre lors de ce combat, comme l'une des plus redoutables jamais rencontrées par nos héros, ayant la capacité de tout fendre. C'est ce qui est énoncé par Shura, et cela ne sera jamais démenti. Ainsi, à peine Excalibur se pose-t-elle sur le bouclier du dragon que ce dernier est découpé en deux, telle une vulgaire feuille de papier. On note que Masami Kurumada, dans tout le manga normal, c'est-à-dire hors Next Dimension, ne viendra jamais contredire cet état de fait et se débrouillera toujours pour que les adversaires l'esquivent plutôt que l'encaissent purement et simplement. Dans l'épisode 65, après avoir passé toute la première partie de celui-ci à conférer une dimension encore plus mythique à l'attaque Excalibur, en faisant de celle-ci un don d'Athéna elle-même à son chevalier le plus fidèle, une chose qui bien évidemment n'existe pas dans le manga, où Excalibur est une technique comme une autre apprise par Shura, les scénaristes se prennent les pieds dans le tapis sous l'autel de la volonté de dynamiser l'action de l'épisode. Réfutant les propos de Shiryu, qui assène que le chevalier le plus loyal à Athéna est Aioros, Shura lance alors un Excalibur à distance à Shiryu, qui parvient à le contenir avec le bouclier du dragon pendant que le sol s'effondre sous ses pieds. Ce n'est bien évidemment qu'au coup suivant qu'Excalibur parviendra à trancher le bouclier à bout portant comme dans le manga. Conséquence immédiate de ce changement, Excalibur perd un peu en dangerosité dans l'anime. Mais cela va aller plus loin avec ce qui est pour moi la plus grande méprise des scénaristes dans cette adaptation. Point 2, Excalibur contre le Shoryuwa. Après avoir perdu son armure et s'être retrouvé au bord de la mort, Shiryu est parvenu à renverser la situation en s'élevant au 7ème sens, et il veut alors retenter le Shoryuwa, la colère du dragon, sur Shura. Ce dernier lui annonce alors qu'il n'est pas du tout impressionné par l'attaque de ce dernier, car il en a déjà vu le point faible, ce qu'il annonce à Shiryu. Shiryu paraît ébranlé et totalement surpris par cette annonce, mais néanmoins décide tout de même de lancer l'attaque. Ce qu'il fait, puisque Kurumada dessine bel et bien une case dynamique d'impact, comme il le fait régulièrement, pour ajouter de la tension et du suspense au sein d'un affrontement, en ne montrant pas immédiatement le résultat de l'échange. On a donc cette case où Shoryuwa est clairement écrit, montrant que l'attaque a été déclenchée, tout en montrant ouvertement qu'Excalibur a touché sa cible avec le flot de sang qui jaillit représenté. Sur la double page suivante, on découvre ce qui vient de se passer. Shura a planté son Excalibur dans le point faible de Shiryu au niveau du cœur, mais ce dernier a lancé la puissance de son attaque, le Shoryuwa, sur le bras de Shura dans le même temps qu'il attaquait, lui permettant ainsi, tout à la fois, de bloquer en partie la puissance du coup à son cœur et de casser le bras de Shura. Ainsi, le cœur de Shiryu n'est pas transpercé, et c'est ce qui justifie qu'il puisse continuer à survivre encore un temps pendant le combat,
tout en justifiant de la neutralisation de l'attaque de Shura. Il a en effet reçu le Shōryūwa à pleine puissance dans le bras, déformant d'ailleurs sa Gold Claws. L'anime, pourtant, va faire de ce passage une retranscription qui, si on n'y fait pas vraiment attention, paraîtra fidèle de prime abord, mais qui s'avère en fait totalement erronée et dénote d'une incompréhension du support papier. Nous retrouvons donc la même situation avec Shiryu qui retente le Shōryūwa contre Shura, et ce dernier qui l'avertit du fait qu'il ne semble pas connaître son point faible. Pourtant, là, on a une première différence. En effet, Shura énonce le point faible de Shiryu dans sa tête, et non à Shiryu lui-même, montrant ainsi qu'il ménage une surprise. Le Shura de l'anime semble donc moins confiant que celui du manga qui énonçait clairement le point faible à haute voix, totalement sûr qu'il était de vaincre. Ici donc, le Shura de l'anime semble plus méfiant quant à son adversaire et donc plus sur la défensive. On retrouve ensuite le même échange, Shiryu qui semble lancer le Shōryūwa et le sein du Capricorne qui lance lui sa main acérée dans le point faible. On se retrouve alors avec ce qui semble une retranscription fidèle de la double page de Kurumada, mais différence cruciale qu'on découvre, c'est que la main de Shura est déjà plantée dans le cœur de Shiryu sans que celui-ci n'ait rien fait. Ce n'est qu'ensuite qu'il assène ce qui apparaît être un simple coup de poing dans le bras de Shura pour le neutraliser, en abîmant sa Gold Claws. Plus de Shōryūwa lancé dans le bras à pleine puissance qui justifie la blessure du Gold Saint, du coup on se demande à quoi sert une armure d'or dans pareil cas, vu son faible pouvoir de protection face à un simple point nu. La sacro-sainte supériorité des armures d'or est donc clairement mise à mal avec ce changement. Mais surtout, cela génère une énorme incohérence. Puisque Shiryu n'a pas lancé son attaque pour contrer celle de Shura qui arrivait directement sur son cœur et l'empêchait ainsi de pénétrer trop profondément, qu'est-ce qui justifie que le chevalier d'or n'ait pas transpercé purement et simplement le corps nu du chevalier de bronze? La réponse est absolument rien. Dans le déroulé logique de l'action, tel que le présente l'épisode, à cet instant, Shiryu devrait être transpercé et vaincu. Or, il n'en est rien, ce qui vient du coup ébranler la dramaturgie du combat, puisque dès lors, on ressent une inégalité de traitement entre les deux opposants. Le Gold Saint est minoré dans sa puissance, tandis que le bronze se voit doté d'une force et d'une résistance qui va à l'encontre des règles établies depuis le début de la série. Mais ce n'est pas terminé, puisque les scénaristes de l'anime vont aller encore plus loin dans ce renversement de la table des règles de cohérence interne de l'univers, au profit du spectaculaire, avec le fameux rajout du bras coupé qui a fait couler beaucoup d'encre. Point 3, le bras coupé à main nue. Là, on arrive donc dans le grand n'importe quoi, le passage où Shiryu arrive à trancher le bras de Shura avec sa seule main nue. Qu'est-ce que ce passage a pu me faire rager à l'époque? Certes, loin de moi l'idée de nier le côté évidemment spectaculaire et badass apporté par ce rajout, mais à quel prix? Rappelons que, dans le manga, Shiryu parvient à passer dans le dos de Shura pour le saisir après lui avoir momentanément bloqué le bras, profitant de la désorientation de celui-ci face au cosmos grandissant du sein du dragon. Le Kōryūwa, l'ultime dragon, est alors déclenché dans la foulée, emportant les deux chevaliers en même temps. Nul épanchement gore ici. Alors certes, on peut évidemment se dire que la façon dont Shiryu parvient à passer dans le dos de Shura semble trop facile et fonctionne surtout narrativement grâce au support manga qui autorise les ellipses d'une case à l'autre, chose qui ne marcherait évidemment pas avec un rendu en animation qui est censé simuler le temps réel, et ce qui est probablement une des raisons qui a poussé les scénaristes de l'anime à vouloir justifier la saisie du Gold Saint par Shiryu. Néanmoins, le choix opéré est juste au-delà de toute logique. On se retrouve donc avec le personnage qui maîtrise l'attaque capable de tout trancher, revêtu d'une armure d'or, le nec plus ultra de la protection dans l'univers de la série, qui se fait couper net le bras par un chevalier en slip avec sa seule main nue. À cet instant précis, toutes les règles instaurées par la série s'effondrent totalement, car rien ne vient expliquer cette surpuissance soudaine de Shiryu. En effet, ce n'est pas grâce à l'ultime dragon que Shiryu peut réaliser ce miracle, ce qui aurait permis éventuellement de rendre ce passage acceptable à mes yeux. Mais non, l'ultime dragon est déclenché après que Shiryu ait saisi Shura. On voit bien qu'au moment où le chevalier du dragon tranche le bras, il n'est entouré d'aucun cosmos particulier, attestant d'un boost de puissance. Bref, il s'agit là d'une énorme maladresse de la part du staff en charge de cet épisode, qui sera d'ailleurs désavoué lors des adaptations ultérieures, puisque que ce soit dans les séquences d'animation créées pour le pachinko, le flashback du Mekaien montrant ce passage, ou les différents jeux vidéo, ce passage sera toujours montré ensuite avec un Shura disposant de ses deux bras. Preuve en est de la difficulté à assumer de manière cohérente un tel choix.
Voilà les amis, ce premier numéro de Quand l'animé s'affranchit du manga est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit dans sa forme et sur le fond. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur les différents points soulevés, si vous avez été gêné comme moi par ces changements ou non dans l'animé. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, rétribuez-la d'un petit pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne. Le prochain numéro de ce format traitera des différences entre le manga et l'animé lors de l'adaptation du combat Shaka contre les 3 renégats. D'ici à ce que nous nous retrouvions, portez-vous bien, salut à vous.シリウ、お前を死なせたくない。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの命の炎は消える。そして俺たちのコスモは塵となってこの宇宙に永遠に漂う。これからせめて星となって俺と一緒にアテナを守るかな、シリウよ。